Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne-Laure Rambaud, femme engagée dans l'action humanitaire depuis plus de 17 ans. Alors qu'elle est en pleine vendange dans sa Bourgogne natale, elle fait la rencontre d'un Burkinabé qui lui propose, plein d'étoiles dans les yeux, de l'aider à réaliser son stage de fin d'études dans son village du nord du Burkina Faso. Elle accepte la proposition et vivra pendant 3 mois dans une maison sans eau courante, avec 2 heures d'électricité par jour. Pour elle, c'est le début d'une vie nomade, dédiée au soutien humanitaire dans des contrées en proie aux conflits armés. Tchad, Myanmar, Colombie, Ukraine et plus récemment Syrie, Liban, elle se rend sur les bancs, dans les camps, auprès des enfants, pour soutenir des projets en lien avec ce qui la fait vibrer, l'éducation, notamment en situation d'urgence. Un engagement qui force le respect et l'admiration. C'était donc plus qu'une évidence pour nous de la recevoir dans Femmes en Lumière. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors Anne-Laure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Donc voilà, comme tu l'expliquais en introduction, je m'appelle Anne-Laure, je viens d'un petit village en Bourgogne. Et un peu par les hasards de la vie, j'ai commencé à travailler à l'étranger. Donc tu mentionnes ce stage que j'ai pu faire au Burkina Faso. J'ai eu un deuxième stage que j'ai pu faire en Jamaïque aussi. Et j'ai commencé à travailler à l'étranger dans l'éducation et à travailler notamment à l'est du Tchad, où je me suis retrouvée en tant qu'assistante pédagogique dans un endroit qui n'avait rien à voir, dans cette Abéché, cette ville où il y a l'intégralité des ONG Nations Unies qui répondaient à ce moment-là à la crise du Darfour, les réfugiés. J'ai vraiment découvert l'action humanitaire comme ça. J'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était à ce moment-là. Et je me suis un peu laissée embarquer dans ce monde qui est là avec toutes ses complexités, énormément de choses qui sont belles, engagées, positives, des dynamiques des fois qui sont un peu plus compliquées aussi. Et ça a été le début de ma carrière dans l'éducation et dans l'action humanitaire. D'accord. Donc au départ, un stage au Burkina, tu reviens en France, tu repars en Jamaïque, et là tu décides de repartir. Donc là tu es au Tchad. Oui, c'est exactement. Ça. Et sans avoir cette idée en tête, déjà, c'était pas forcément une vocation, comme on pourrait entendre, des gens qui te disent, moi, je veux absolument travailler dans l'humanitaire. C'était pas forcément ton idée de départ. D'ailleurs, quelle est ta formation initiale ? À quoi tu te destinais ? J'ai un master en éducation. Je m'étais spécialisée en français langue étrangère, avec cette idée quand même de travailler à l'étranger. Je me disais que français langue étrangère, ça pourrait m'aider à trouver du job un peu n'importe où. Mm-hmm. Et très rapidement, je me suis réorientée, en effet. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à t'investir comme ça, à t'engager je sais pas si je me suis décidée ou si vraiment la vie m'a emmenée là. Et à un moment donné, j'ai embrassé le courant. Ouais. Mais c'est vrai que il y a un certain nombre de choix qui se sont faits un peu de même. Donc à la fin de mon stage en Jamaïque, par exemple, j'étais revenue en France avec cette idée de trouver du travail en France en tant que professeur de français, d'alphabétisation, français langue étrangère. Oui, FLE. Et exactement. Et j'avais passé un certain nombre d'entretiens d'embauche qui n'ont pas été vraiment des succès, en sachant qu'on était 30-40 candidats pour un poste, etc. Et à ce moment-là, j'ai vu une annonce d'un poste de volontaire international en administration, qui sont un peu des tremplins pour les jeunes qui veulent commencer des carrières à l'étranger. Là, en l'occurrence, c'était un poste dans un équivalent Alliance française à l'est du Tchad. J'ai postulé, mais vraiment par hasard.
Et en fait, il s'est avéré que j'ai été prise. Bon, je crois qu'on était 2 à postuler. Ah oui. Mais il s'avère que j'ai été la meilleure. Les chances étaient okay. Et donc, quand je me suis rendu compte que les postes en France, français langue étrangère, n'allaient pas forcément fonctionner, j'ai eu cette opportunité au Tchad qui s'est ouverte devant moi et je l'ai prise. S'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que quand j'ai eu des opportunités, je les ai saisies et ça m'a emmenée là. D'accord. Et c'était pas vraiment un parcours délibéré, ça s'est plus fait au fur et à mesure comme ça. Oui, bon, c'est toujours ce qu'on dit. Bon, t'as saisi en tout cas les opportunités. Et cela dit, donc quand je suis arrivée au Tchad, donc c'était comme je le disais tout à l'heure, cette base arrière de l'action humanitaire ONG Nations Unies. J'ai vraiment découvert le milieu à ce moment-là. Pour résumer, caricaturer un peu, il y avait énormément de staff internationaux qui travaillaient, qui étaient déployés là-bas, mais qui parlaient pas forcément français, sachant que c'est une des langues nationales du pays, et staff nationaux qui, pour le coup, parlaient plutôt arabe. Et donc, on a commencé à monter des cours de français pour les humanitaires. Et ensuite, il y a une ONG qui m'a proposé de partir dans les camps faire de la formation d'enseignants là-bas. C'est la première fois de ma vie que j'ai mis les pieds dans un camp de réfugiés, qui n'était pas du tout ce que j'imaginais, parce que j'avais les images qu'on peut avoir de tentes, etc. C'était des camps qui étaient déjà établis depuis peut-être dizaines d'années. C'est des villages, en fait, à ce stade-là. D'accord. Et donc, voilà, j'ai commencé... Qu'est-ce que tu as découvert, de différent par rapport à l'imaginaire collectif à la fois, donc là, au Tchad, on est vraiment sur une crise qui était déjà depuis une dizaine d'années, où les personnes étaient établies au Tchad, qui était extrêmement dépendante de l'aide humanitaire, mais par décision politique, parce que ils n'avaient pas le droit de travailler, par exemple, ils n'avaient pas forcément accès aux terres, aux alentours pour pouvoir cultiver, etc., qui est un choix du gouvernement tchadien qui peut s'expliquer dans des ressources qui sont extrêmement limitées, etc. Et donc voilà, on arrive, les maisons sont construites en briques, etc. Oui, finalement, c'est des maisons en briques, quoi. C'est pas, quand nous on construisait des écoles, c'était pas des tentes ou des bâches, c'était vraiment des écoles en dur qu'on pouvait faire à ce moment-là. Et voilà, ça a été un peu en effet ma première surprise, qui était très loin des clichés que je pouvais avoir, parce que je suis arrivée pleine de clichés dans ce milieu-là. Et donc après ça, j'ai quand même repris des études. J'ai fait un postgrad en action humanitaire et conflit pour découvrir un peu ce que c'était le milieu, le système, le fonctionnement. Et après, j'ai fait ma transition un peu de façon naturelle. Cette ONG qui m'avait envoyée comme formatrice dans les camps m'a ensuite proposé de devenir gestionnaire de projet pour eux. Donc, je suis restée au Tchad 1 an de plus pour continuer. Et on travaillait avec des jeunes qui passaient l'équivalent du baccalauréat soudanais, parce qu'ils étaient soudanais et on voulait garder, ils voulaient garder les possibilités de retour si possible. Ouais, tu attribues ça au hasard, mais enfin quand même, à un moment donné, tu vois, te retrouver avec des réfugiés du Darfour dans des camps et te dire tiens, je vais aller former les enseignants pour qu'eux-mêmes puissent transmettre à leur tour. Enfin voilà, ça relève quand même d'un engagement. Oui, alors c'est pas délibéré. Mais encore une fois, quand les portes se sont ouvertes et les opportunités se sont présentées, ça c'est sûr que je les ai saisies. Ouais, tu y allais. Ouais, c'est ça. Et alors, comment est-ce qu'on vit cette vie de nomade? Est-ce que tu as l'impression de sacrifier des choses? Ou au contraire, tu te dis mais non, mais je pourrais pas vivre autrement que comme ça. Je pense pas que ce soit incompatible. Je pense que, en tout cas dans mon expérience, il y a forcément un coût. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir la stabilité, vivre à un endroit, peut-être la profondeur dans les liens qu'on peut construire dans le temps, etc. Et oui, c'est ça. Et en même temps avoir la diversité de la vie quand on change de pays et que on a la possibilité de travailler dans divers continents, diverses cultures, etc. Et c'est ça. Parce que t'es parti combien de temps? Enfin, quand tu pars combien de temps dans l'année? T'es parti combien de temps en fait? Alors moi, je suis partie
ici depuis à peu près 17 ans. Oui, ouais, c'est ça. Mais quand tu reviens, en 2000, alors et j'ai pendant très longtemps j'étais basée à l'étranger. Donc je travaillais dans un pays pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. J'étais installée là-bas. Donc je construisais ma vie et mon quotidien là-bas et je revenais en vacances en France, peut-être pour Noël, tu vois, une fois, donc 2 fois par an, quelques semaines. Ouais, c'est ça. Et en 2020, il y a plusieurs choses qui m'ont fait changer d'approche. Déjà, j'ai eu un burn-out et j'ai été obligée de replacer ma vie professionnelle là où elle devait être, c'est-à-dire une partie de ma vie, mais clairement pas le centre. Et aussi, j'ai eu l'envie de revenir, me rapprocher de ma famille, reconstruire un peu des liens qui s'étaient peut-être distendus avec le temps. Et donc voilà, j'ai fait le choix de revenir, être basée en France et avoir des déploiements plus courts et plus réguliers. D'accord, parce que c'est ça qui a contribué au burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la coupe est le burn-out, c'était vraiment la pression. On était dans une équipe où on n'arrivait pas à recruter. C'était au Venezuela en l'occurrence, on n'arrivait pas à trouver des hispanophones qui avaient les compétences. On était censé être 7 dans mon équipe, on était 4. Une charge de travail énorme, des problèmes accumulés, comme on peut avoir dans plein de jobs. Oui, finalement. D'accord. Et donc là, la question, c'était vraiment... Alors toi, Anne-Laure, donc tu peux nous dire ton âge ? J'ai 42 ans. 42. Ouais. Et 2 jours. Ah, c'était... Quasiment, okay. Et bon anniversaire, du coup. Et c'était... donc tu as fait le choix, toi, de ne pas avoir d'enfant, en fait. Oui. Et c'est pareil, je dirais pas que j'ai fait le choix, je dirais que ça a été comme ça en fait. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette évidence de les enfants, c'était pas quelque chose que moi j'aurais dans ma vie personnelle. Donc et c'est vrai qu'à chaque étape de ma vie, ça a été confirmé, j'ai pas vraiment eu de doute. Là-dessus. Ouais, d'accord. Donc tu t'es pas dit c'est cet engagement d'abord et puis voilà, ça sera pas un sacrifice, mais en tout cas, je le fais en conscience parce que c'est cet engagement qui est prioritaire pour moi. Ouais, donc là, j'ai pas vraiment eu à renoncer là-dessus. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Bon, tant mieux en fait, hein, quand ça se fait comme ça de façon naturelle. Alors, on est bien sûr tous en ce moment hyper secoués par l'actualité à l'étranger. Malheureusement, on voit que les ravages causés par les conflits sont insoutenables. Comment on fait pour instaurer des programmes d'éducation quand les besoins vitaux sont parfois pas satisfaits, en fait? Alors, l'éducation fait partie des besoins vitaux. On peut commencer par là, notamment. Je voulais te l'entendre dire, en fait. Notamment pour le fait que dans ce que nous on appelle l'éducation en situation d'urgence, on couvre énormément de choses. On couvre notamment l'accès pour les enfants, les adolescents, les jeunes à des messages qui peuvent leur sauver la vie. On va, dans certains contextes, par exemple, avoir des programmes d'éducation contre les mines antipersonnelles, etc. On peut avoir des programmes de sensibilisation à l'hygiène, comment éviter des maladies liées à l'eau, mauvaises conditions dans lesquelles les gens vivent, etc. Pour les enfants, ça peut être savoir identifier les nouveaux risques auxquels ils sont exposés dans leur nouveau environnement, savoir les éviter, etc. On a aussi des programmes d'appui psychosocial pour qu'ils puissent au plus vite redescendre leur niveau de stress, commencer à se rétablir, à réavancer dans leur vie. Donc c'est vraiment éducation au sens large. C'est ça. Après, évidemment, on ne peut pas arriver dans une communauté avec uniquement des programmes d'éducation et ça doit venir avec les autres secteurs en même temps. Merci beaucoup Anne-Laure. On va poursuivre cet échange parce que c'est vraiment passionnant. C'est le moment de faire une pause musicale et on va écouter une chanson un peu particulière puisqu'il s'agit de celle de ton frère Célestin qui est un merveilleux artiste que j'ai eu l'occasion de voir en concert à plusieurs reprises. Et il a écrit cette chanson, il l'a composée pour te rendre hommage. Ça s'appelle Ma sœur. On se retrouve juste après. Je dominais le monde en absolu monarque avec mes convictions, mes fléchettes et mon arc. J'avais le caractère, l'assurance et l'ego d'un roi des bacs à sable, un seigneur des Legos. J'avais 3 ans de règne sur mes parents vassaux, mon empire au sommet quand à lancer l'assaut.
En un sourire sans dents, tu l'as scindé en deux. En un cri, je ne suis plus qu'un demi-dieu, un regard dans les yeux. Et j'ai capitulé, mes couronnes, mes trésors. J'ai tout partagé, partagé père et mère, partagé ciel et terre. Chacun son périmètre, chacun son hémisphère. Et sans même crier guerre, en un flash, t'étais là. Comme un putsch en tendresse, t'as fait un coup d'éclat. Ma petite sœur devient la première merveille du monde. Ma vie était peintre, t'étais la Joconde. On est tellement pareil, ma sœur. On est tellement l'inverse. Tu fais le soleil, ma sœur. Tu fais les averses. Je t'ai pas toujours comprise, ma sœur, mais je t'ai toujours aimée. T'es la plus belle aventure qui me soit jamais arrivée. La vie depuis toi, c'est comme une exploration. Tu inventes tous les jours de nouvelles dimensions. J'ai fait le tour de la terre juste pour essayer de mesurer la chance d'être ton frère aîné, de sentir le même sang couler dans d'autres veines. Parce qu'au moment du grand loto de l'ADN, on a joué la même grille et les mêmes numéros. On a gagné le même séjour in utero. La chance d'être aussi proche tout en étant distinct, c'est comme apprendre le grand écart à nos destins. Un jour c'est croiser son reflet dans un miroir. Le lendemain c'est contempler la nuit noire. Tous ces moments passés à tes côtés que rien ni personne ne pourra m'enlever. Et même Alzheimer pourra se lever tôt, car il dépasse ma mémoire, je les ai dans la peau. On est tellement pareil, ma sœur, on est tellement l'inverse. Tu fais le soleil, ma sœur, tu fais les averses. Je t'ai pas toujours comprise, ma sœur, mais je t'ai toujours aimée. T'es la plus belle aventure qui me soit jamais arrivée. T'es la plus belle aventure qui me soit jamais arrivée. Alors merci d'être là, merci d'être toi, merci d'être femme, pour me dire ce que tu vois dans ce monde où ce sont bien trop souvent les frères qui brandissent les drapeaux et les armes de guerre. Merci pour ton caractère qui aiguise mes idées. Merci pour tous tes mystères qui restent à élucider. Grâce à toi, j'ai le cœur d'un aventurier. T'es la plus belle aventure qu'il me soit arrivé. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Anne-Laure Rambaud, spécialiste éducation en situation d'urgence, est notre femme en lumière du jour. Alors Anne-Laure, selon un rapport de l'ONU qui date de 2019, on a 40% environ des travailleurs humanitaires dans le monde qui sont des femmes. Et la fourchette passe à un peu plus de 20% quand on parle de postes de leadership et de prise de décision. Qu'est-ce que ces statistiques t'évoquent ? Alors, deux choses. Déjà, moi, je travaille souvent dans le secteur de l'éducation, qui est un des secteurs extrêmement féminins, y compris dans l'humanitaire. Mais aussi, c'est vrai que c'est un secteur que j'ai vu évoluer. Ça fait plus de 17 ans que je travaille là-dedans. Et entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il y a forcément une évolution qui est visible, une évolution qui est positive, et une évolution aussi qui est extrêmement lente. Ouais. Donc il y a les deux aspects qui sont importants à mon avis de prendre en compte, une amélioration et en même temps
une nécessité d'accélération. Et pour la représentation féminine et aussi pour la représentation ou la diversité de nos équipes. Donc, par exemple, l'organisation dans laquelle je travaille, on a des politiques qui permettent aux collègues nationaux d'être promus aussi et de passer à des postes internationaux. Et c'est extrêmement important parce que c'est grâce à ça qu'on peut travailler de façon efficace. On peut pas imaginer que on peut prendre des décisions pertinentes si on n'a pas suffisamment de diversité dans nos équipes pour faire face à la diversité du monde et la diversité des besoins. Oui. Et donc voilà, on essaye vraiment de s'améliorer sur ces différents aspects, l'accès aux postes de décision et pour les femmes et pour différentes nationalités, différentes cultures, etc. Oui, d'autant qu'on voit en effet toute l'importance, en tout cas sous ces rapports, montre que le fait que des femmes humanitaires interviennent a toute son importance dans des contrées du monde où justement les droits des femmes sont pas forcément au beau fixe, et donc c'est d'autant plus important qu'elles puissent avoir des interlocutrices femmes qui vont les comprendre, qui vont pouvoir aussi recueillir certains types de témoignages qu'elles n'oseraient peut-être pas confier à des hommes. Donc effectivement, on voit que c'est un enjeu, il y a un enjeu aussi crucial. Et je voulais savoir aussi comment toi t'as vécu le fait d'être une femme dans ce milieu, au sein même des missions, et puis voilà, comment est-ce qu'on est perçu en tant que femme dans certains pays où justement les avancées n'ont pas été conquises comme chez nous. Alors voilà, déjà je suis pas sûre que tant d'avancées aient été conquises chez nous. Alors ça c'est intéressant. Et voilà, et donc c'est vrai que quand je travaille à l'étranger, je suis perçue en tant que femme blanche de maintenant 42 ans, et ça me met dans une position qui est extrêmement spécifique et particulière. Donc à la fois ça peut être de vrais avantages. Donc par exemple, quand je suis déployée dans un pays, je peux à la fois avoir accès au groupe de parole avec les femmes, mais aussi au groupe de parole avec les hommes auquel je vais parce que je suis en position de management, de décision, etc. Toi, tu fais partie de la fourchette des 20%. Voilà, je fais partie de cette fourchette-là, en effet. Et aussi parce que en étant étrangère, étant visiblement étrangère, je suis mise dans une catégorie à part. Ça veut dire que par exemple, un certain nombre de pays où les hommes locaux, par exemple, auraient plus de difficultés à avoir une femme en tant qu'interlocutrice, étant donné que j'arrive en étant blanche et française, ma position est pas forcément remise en cause dans ce cas-là. J'ai une légitimité malheureusement. Oui, puis tu rentres pas dans leur représentation. Ouais, etc. Enfin, exactement. Et donc ça veut dire que il y a cet avantage. J'ai vraiment accès à l'intégralité des espaces de discussion, et en même temps, c'est pas suffisant. On peut pas se contenter de ça comme réponse. Mais aussi pour revenir sur ce que tu disais, enfin voilà, ce fait d'être perçu comme un peu un ovni. Il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment où nous mettre, les femmes étrangères. Ça veut dire que je ne subis pas, par exemple, les pressions que les femmes des pays dans lesquels on travaille peuvent subir. Et ça me donne... T'es épargnée, quoi. Mais complètement. Et ça me donne une position de liberté qui est absolument incroyable. Et assez unique aussi. Donc, par exemple, je sais pas, je travaillais en Colombie. À aucun moment, ni mes collègues, ni les Colombiens avec qui j'interagis vont imaginer que je vais devoir me comporter comme une femme colombienne, parce que je ne le suis pas, je le suis visiblement pas. Du coup, ça t'accorde une bulle de liberté qui est absolument incroyable. Et il faut être très conscient du fait que ça veut pas dire que la situation des femmes en Colombie est meilleure. Que ça, mais c'est vrai que j'ai accès à ça, et une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on y a pris goût, c'est vraiment difficile de perdre ça. Et quand je reviens en France, je n'ai plus ma carte d'immunité. Et alors parce que pour le coup, je suis française, perçue comme française, et c'est là où on s'aperçoit que c'est pas si
quel est le mot exact qu'on pourrait trouver pour ça? On n'est pas si émancipé que ça. On n'est pas si émancipé. On n'est pas si émancipé. Et ça m'arrive souvent de mettre ça sur le tapis et on me dit ça va, c'est pas l'Afghanistan. Et je me dis si la référence c'est l'Afghanistan, est-ce que vraiment on est prêt au débat là? Ouais, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que le retour est aussi parfois compliqué. Et oui, c'est ça. Parce que alors, qu'est-ce que tu constates justement comme à l'étranger, là où parfois les droits des femmes sont bafoués, là toi là-bas tu te sens libre, et quand tu reviens ici en France, tu te dis ah ben mince, c'est quoi? Ouais. Enfin, et encore une fois, je me sens libre uniquement pour la position extrêmement spécifique que j'ai. Et j'entends bien. Et voilà, je c'est comprends. vraiment important de prendre ça en compte. Mais c'est vrai que quand je reviens, tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui te choque quand tu reviens? On me rabaisse vraiment à ça. Enfin, c'est uniquement. Enfin, c'est pas uniquement. C'est très souvent ramené au physique. C'est très souvent ramené à des rapports de pseudo séduction que les personnes imaginent être en jeu. C'est énormément de pression directe, indirecte. Par exemple, je suis quand même vraiment choquée quand il y a des dîners, des amis, etc. du fait que si tu regardes qui se lève, qui va faire la cuisine, qui va nettoyer, qui va servir, mais c'est quasiment tout le temps uniquement des femmes. Et j'ai essayé des fois de rester assise pour voir ce qui se passait. Et au bout d'un moment, j'étais fatiguée de voir mes amies femmes. Alors ça, ou alors mes amies femmes ou ma mère, mes tantes se lever systématiquement. Ouais. Et ce sont des choses qui sont font partie de nos quotidiens, que souvent peut-être on ne réalise pas, oui, c'est que ça. Souvent on réalise dont on et juste à un moment donné aussi on a faim. Ouais, non, voilà. Tout le monde a faim et à un moment donné tout le monde devrait pouvoir se lever en fait et avoir ce réflexe. Donc tu t'aperçois qu'il y a encore des vieux réflexes. Donc toi là-bas, il y a cette bulle incroyable de liberté mais j'imagine quand même que tu as dû être confronté à des situations peut-être pas évidentes. Est-ce qu'on t'a fait des commentaires particuliers qui ont pu je pense notamment à ce directeur de stage, la burkinabé. Tu peux nous raconter ça? Oui, alors des commentaires, il y en a forcément plein, malheureusement, mais c'est vrai que donc au Burkina, c'était mon premier stage de fin d'études. Je suis partie dans ce petit village au nord et c'était vraiment une expérience incroyable. Mon maître de stage était burkinabé, il était un peu l'équivalent du recteur en fait dans cette région. Sacré. Et il était il a été incroyable et je pense qu'il était aussi tellement fier d'avoir sa petite stagiaire. Donc il m'a emmené en visite d'école à droite à gauche. On a vraiment vraiment eu l'occasion de travailler ensemble. Et à la fin du stage, il me regarde avec les étoiles dans les yeux et il me dit Anne-Laure, vraiment excellent, et je me fais pas de soucis pour toi parce que tu es un homme qui sait ce qu'il veut. Et c'est vrai que là je me suis dit alors soit j'ai tout loupé, non mais c'est ça, soit en même temps comment on le prend ça? Eh là, en l'occurrence, j'ai décidé d'en rire parce que, mais c'est assez symptomatique à la fois d'être déjà un ovni parce que c'est vrai que en tant que femme qui est arrivée toute seule, qui avait vécu indépendamment là-bas, forcément c'était assez différent et en même temps, c'est vrai que je ne rentre pas dans les catégories. Oui, c'est ça. Tu rentrais tellement pas dans sa conception en fait. De femme, donc c'est pas possible qu'une femme ait pu faire ce que toi tu as fait. Donc pour lui, t'étais un homme. Voilà. Il a décidé que tu étais un homme. Quand même assez extraordinaire, je trouve, comme remarque. Alors c'est quand même toutes ces missions, cette vie là d'humanitaire. Il y a beaucoup de gens, souvent qui se disent, puis souvent des jeunes aussi. Je pense que quand on est jeune, on a juste envie que le monde soit cool et on a envie de le refaire en fait. Voilà, ça s'étiole avec l'âge. Mais alors, qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil à ceux qui aimeraient s'engager dans l'humanitaire? Alors déjà, c'est un métier qui s'est professionnalisé au fil des ans et heureusement. Parce qu'on a vraiment besoin de compétences et de connaissances spécifiques et par conséquent, voilà, je conseillerais de vraiment y réfléchir. C'est Ok, la plus grande qualité.
La capacité d'adaptation. Ouais, c'est j'imagine. Ça. Ouais, d'accord. Pouvoir s'adapter. Ouais, l'envie et l'ouverture. Et l'envie. Bon, ok. Bon, déjà, avec ça, je pense que on peut faire beaucoup de choses. Merci infiniment, Anne-Laure, pour ce précieux témoignage. Il y aurait tellement de choses à dire. Notre émission touche à sa fin. Pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Alors, le premier, est-ce que tu peux nous partager un livre coup de cœur, si ce n'est ton livre fétiche? Eh ben, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un livre de Titu Lecoq. Ça s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et je l'ai trouvé incroyable parce que ça nous replace vraiment dans tous les combats féministes et la place des femmes dans l'histoire, avec plein de choses qui ont été invisibilisées. C'est Donc ça. je le recommande fortement. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq. Et effectivement, avec plein d'infos complètement folles dedans. Et pour finir notre deuxième rituel, Anne-Laure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es? De continuer à profiter, d'avoir les chances et les opportunités dont j'ai bénéficié jusqu'à maintenant. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite, que tu puisses continuer à t'épanouir comme tu le fais malgré les contextes compliqués. Je sais à quel point c'est pas toujours évident à porter tout ça. Merci infiniment, Anne-Laure, pour ce partage. On te souhaite le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h pour une émission un peu particulière puisque ce sera la dernière inédite de la saison. Une émission exceptionnelle donc avec de belles surprises à ne pas manquer. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Anne-Laure. Merci pour l'invitation. À la semaine prochaine.